Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je voulais faire cette nouvelle vidéo en reprenant les différentes théories de la morphopsychologie. C'est dans le chapitre du début de mon livre, vers la page 22, si vous avez le livre. Alors, je voulais un peu reprendre les différents auteurs et un peu discuter de tout ça pour savoir comment s'y reconnaître et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, hein. Donc là, vous êtes peut-être la plupart surpris parce que je vous ai mis la super photo de mon bouquin de Cormans que j'avais depuis que j'ai acheté dans les années 73, 74, je sais plus bien, quand j'étais dans le nord de la France. Alors, parce que moi, la morphopsychologie, ça m'a intéressé très tôt. Donc, Cormans a toujours été tout le temps la star de la morphopsychologie en France et dans le monde, hein. C'est vraiment le grand initiateur de cette théorie de l'étude du visage, des traits du visage, comparé à la psychologie de l'individu. Alors bon, j'ai acheté ce livre dans ces époques-là. Malheureusement, je n'ai pas accroché du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas pourquoi. C'est une façon d'observer qui est très personnelle au docteur Cormans, mais qui est personnelle, qui ne se transmet pas forcément très bien, qui n'est pas assez structuré, pragmatique à mon goût. Voilà, donc moi, j'ai pas accroché du tout, j'ai jamais accroché au docteur Cormans. Néanmoins, il y a des très bonnes choses dans son étude, dans sa science, bien sûr. Mais bon, voilà, je suis resté à zéro. Et encore maintenant, 40 ans après, c'est toujours pareil. Alors, c'est encore une technique qui est bien diffusée. D'ailleurs, vous avez la Société française de morphopsychologie, là, qui a un site très clean, très classe, là, qui fait des enseignements. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas trop les habitués de ce site, mais bon, et les professeurs, enfin. Je sais que dans les années 75-80, à la faculté catholique de Lille, il y avait des cours de Cormans, hein. Donc c'était l'époque bénie pour toutes ces sciences, la graphologie également. Il y avait vraiment une espèce de mode, si on peut dire, qui est complètement terminée, hein. Actuellement, je pense que les gens n'ont plus trop cette passion pour l'étude, pour le travail de recherche un peu laborieux, que ce soit en graphologie ou en morphopsychologie. Les gens un petit peu veulent du tout cuit, du facile, et puis voilà, quoi. Voilà pour notre Cormans national. Bon, alors, donc maintenant, je vais donc passer à notre ami Ledrich. Alors Ledrich, vous voyez le livre qui a bien travaillé, hein. Vous voyez les pages, la page de garde et la première page bien endommagée. Alors ce Ledrich, il est arrivé à peu près dans les mêmes années en fin de compte que Cormans, je pense, environ, mais il n'était pas très connu en France, vu qu'il était un peu suisse et américain en même temps, hein. Donc finalement, il est apparu à travers ce fameux livre que vous voyez, qui n'est qu'une traduction, hein. Et donc cette traduction parfois est bien faite, mais parfois bon, on ne comprend pas grand-chose. Mais enfin, la base des connaissances est jetée avec ce livre, hein. Et c'est vrai que ça a un attrait assez irrésistible dans un premier temps, car c'est un peu scientifique, puisqu'il y a des mesures, on tient compte des tailles, de la hauteur, de la profondeur, de la largeur, des formes du visage, et de ce fait, on a quand même une espèce de précision qui est évidente, mais enfin, on verra que c'est pas si facile que ça quand même, hein. Comme je dis souvent, quand il y a peu de détails, et que c'est loin, c'est flou.
Et quand il y a beaucoup de détails et beaucoup de facettes, ben, on est noyé. Donc c'est où que c'est facile? Ben, c'est jamais facile. Bon, voilà. Alors ce Ledrich, bah donc c'est la base pour moi qui est un peu incontournable en morphopsychologie, hein. On peut voir les autres théories, faut se cultiver, mais enfin ça reste quand même une base incontournable, hein. Voilà, la morphopsychologie, c'est Ledrich. On verra aussi que c'est Hermian, le docteur Hermian qui était médecin généraliste à Paris dans les années 50, 45, 50, 60. J'ai même entendu faire un petit speech à RTL une après-midi il y a je ne sais pas combien de dizaines d'années avant qu'il ne décède. C'était pas mal. Bon, et après on verra aussi qu'il y a donc Lanfranchi qui reprend avec les bases de Ledrich, donc une espèce de théorie de synthèse. On verra aussi un peu ce que Brigitte Gutmann a pu amener. Et puis voilà, quoi. Après, on a fait le tour de tout ce qui peut se faire en morphopsychologie, je pense, hein. Alors, il faut bien voir les techniques de synthèse et les techniques de base. Alors, une technique de synthèse, ça utilise plusieurs observations en même temps pour avoir en effet une synthèse. Et donc, bon, on n'a pas la précision absolue avec ça. Bon, mais c'est intéressant, mais c'est rien ne vaut une technique de base. Et l'Edrich, c'est vraiment une technique de base qui a ses qualités, ses défauts, mais vraiment le fait de définir une psychologie à la largeur, à la hauteur et à la profondeur, c'est vraiment incomparable. On ne peut pas s'en passer. Voilà. Alors donc je reprends un petit peu mon texte que j'ai pu présenter dans le livre. Donc il y a le principe donc avec les du symbolisme des régions et des formes du visage de l'homme. Donc chaque zone ou forme du visage a une signification psychologique en elle-même. Elle a été testée et validée sur des milliers d'individus car Ledrich a fait des statistiques au niveau des mesures du visage. Je n'ai pas trop de détails, mais enfin, elle semble assez convaincante. Le portrait final donc consiste à synthétiser l'ensemble des observations, qu'elles soient convergentes ou divergentes, dans leur interprétation psychologique, en partant d'abord d'une vision générale et globale pour finir par le détailler. Donc ce symbolisme, donc il s'agit bien de ça, du symbolisme des formes du visage, c'est ça Ledrich. Elle est universelle, ça s'applique à l'homme et aussi à l'animal, forcément. Donc c'est ça qui fait la base et l'intérêt de cette science. Alors, donc, le visage, comme chez Cormand, il y a des zones, hein. Alors, avec les Dritch, on est un peu en bagarre sur la deuxième zone. Bon, enfin, la zone 1, tout le monde le sait, tout le monde le sent, tout le monde le comprend, c'est l'intellect, la zone de l'intellect et de la pensée. Donc, elle va de la racine des cheveux aux sourcils. Alors, les cheveux ne sont pas pris en compte, mais ils sont un peu pris en compte dans la typologie que vous verrez après. Alors c'est ça, la zone 2. Alors, la zone 2 instinctive ou zone de survie. Alors cette zone 2, c'est la zone instinctive, c'est le museau de l'animal, c'est pas la zone... J'ai les adeptes de Cormand, c'est pas du tout ça, c'est l'inverse, hein. On met la zone 3 en zone 2, et on met cette zone 2 en zone 3. Enfin bon, la zone 2, c'est la zone instinctive. Ça, je suis formel. Elle ne devient réellement la zone affective de l'homme qu'avec le développement du front et de l'intellect. Le front, l'intellect, et avec l'émergence du blanc de l'œil. Cette émergence du blanc de l'œil annonce le développement de l'intellect et de la pensée. Regardez bien les animaux, il n'y a pas de blanc. L'iris prend toute la taille et la largeur de l'œil. Donc elle va des sourcils au centre de la bouche. Alors voilà, retenir enfin que la lèvre supérieure qui rend compte du pouvoir sexuel est clairement incluse dans cette région, contrairement à ce que l'on peut lire dans
les autres théories, notamment de Corman. On finit par la zone 3, qui est celle de l'action, de la réalisation. C'est pas la zone 3, c'est pas la zone instinctive. La zone 3, c'est la matérialité. Elle va du centre de la bouche au sous-menton. Le cou est interprété isolément. Le cou, c'est une courroie de transmission entre la tête et le corps physique qui manipule, qui bouge et qui se mobilise. Voilà. Alors, ces trois zones, on l'a déjà vu, elles se rejoignent sur le profil et fusionnent juste devant l'oreille en un point situé à la base antérieure du tragus, qui est devant l'oreille. Voilà. Alors, on termine par la zone 4, qui n'existe nulle part que chez les driches. Bon, elle est un petit peu... C'est pas une vraie zone, mais si quand même. C'est la zone de l'énergie qui démarre dans les muscles sourciliers. C'est les muscles qui sont générateurs de l'énergie pour aller cheminer sur le bord libre du nez. Donc cette zone de l'énergie anime les trois zones précédentes. Le rôle du nez est donc de porter, de diriger cette énergie. Il détermine aussi le comportement général et le moi de l'individu. Elle permet aussi d'assurer le passage de l'air avec les narines, récepteurs, qui permet de ressentir et communiquer avec la nature et l'environnement minéral et végétal. J'ai l'habitude de dire que le nez, c'est l'intelligence instinctive. Voilà. Donc les zones, bon, on est un petit peu pas d'accord avec d'autres théories, comme on vient de le voir, mais à moitié quand même. Dans ces zones, il y a des formes du visage. Il y en a plus de 80 pour l'ensemble du visage. Donc on ne va pas les voir ici, bien sûr. Et les driches déterminent également une zone consciente qui est comprise entre les deux verticales qui passent au centre des yeux et une zone inconsciente passant à l'extérieur. Il trace également les fameuses trois lignes axiales, frontales et centrales qui permettent de considérer toutes les mesures et l'organisation dans l'étude du visage. Donc on peut tracer ces lignes sur un visage avec une règle, un crayon, mais on peut bien sûr les tracer dans l'imaginaire en regardant une personne. Ces trois lignes sont vraiment très très importantes. Voilà. Alors après, bon, la zone axiale, bon, on ne va pas s'attarder dessus, on ne va pas s'attarder sur le détail de l'étude des lignes du visage. Bon, enfin, en fin de compte, les driches étudient donc dans les trois dimensions, dans la largeur, dans la hauteur et dans la profondeur. Alors, donc la largeur c'est la puissance, la hauteur c'est le rythme, la vitesse, et la profondeur c'est l'intérêt pour le passé, le futur. Donc là on est dans les trois dimensions de l'espace avec cette technique. Voilà. C'est une technique très difficile malgré une apparente simplicité de départ. Voilà. C'est ce que je voulais dire pour ce fameux l'Eldritch. Que dire d'autre de cet homme? C'est malheureusement, je n'ai pas cette traduction, donc il y en a pas, je n'ai pas l'original en anglais ou en américain. Je ne sais pas si l'Eldritch et Corman se connaissaient, je ne sais pas ça. Entre Hermiane non plus. Enfin bon, on ne connaît pas les. Je crois que s'ils se connaissaient, mais ils ne s'aimaient pas tellement. Faut quand même dire que les Cormaniens n'apprécient pas du tout les driches. Hein. On est des mal aimés. Et je crois savoir pourquoi. C'est parce que la façon dont les driches présentent la morphopsychologie paraît trop simpliste, trop cru, peut manquer de finesse, de raffinement, d'élégance, est un peu trop simpliste, quoi, finalement, et donne des choses un peu trop carrées, trop mathématiques, ce qui peut déplaire aux puristes, aux intellos de la morphopsychologie, bien sûr, mais c'est une apparente simplicité. Hein. Au final, il faut faire de la synthèse et pour écrire une synthèse, il faut faire des phrases. Donc, en fait, en fin de compte, c'est quand même très compliqué. Hein. Voilà un petit peu mon avis sur
cette mise à l'écart de l'Eldritch. Avec les Cormaniens, si jamais ils peuvent me contacter, hein, je suis là. Voilà. Bon, alors après, il y a la donc, technique du docteur Hermiane. Bon, là, c'est notre docteur qui a travaillé à Paris, là, mais il n'a fait que les muscles, l'étude des muscles du visage, hein. Donc c'est fabuleux. Toute sa vie, il n'a fait que ça. Alors moi, j'ai été à la bibliothèque Sainte-Geneviève reprendre tous ses bouquins. J'ai pas mal potassé là-bas, hein, comme un vrai chercheur. Alors bon, il y en a beaucoup, il y en a 5, 6, 7. Bon, ils se recoupent, hein. Des fois c'est un peu toujours la même chose, mais au total, je fais la synthèse dans mon bouquin, dans mon site internet, sur les PDF. Bon, il n'y a rien acheté de Hermiane, hein, c'est fabuleux, hein. Il a travaillé avec toutes les muscles, avec des techniques de synthèse. Bon, on ne va pas développer tout ça, mais enfin, c'est fabuleux. Et ça se marie totalement à l'Eldritch, hein. C'est fabuleux, hein. Le muscle, la zone inférieure de l'œil ou le préceptal, il parle de la même chose. L'orbiculaire de l'œil ou la zone. Enfin bon, quand on voit les deux auteurs, il n'y a pas de contradiction, hein. Ils se recoupent parfaitement. Alors, il a fait aussi l'étude des regards. Bon, enfin, c'est tout un monde. Il faut vraiment s'y c'est fabuleux. J'ai fait un dictionnaire à la fin. C'est incroyable ce qu'il a pu créer. Il n'y a que lui au monde, hein, qui a fait ça. J'étais sur d'autres sites qui reprennent un peu les muscles, mais ils sont complètement balayés par notre Hermiane. C'est le champion du monde de la prosopologie. Ça s'appelle comme ça. Alors la typologie, c'est une troisième type de technique, troisième approche de la morphopsychologie. Eh ben ça, c'est Claude Lanfranchi, qui est plus récent, hein. Je crois qu'il est décédé un petit peu prématurément, je crois. J'ai même un petit mail de sa femme. Bon, je ne l'ai pas connu personnellement. J'ai connu Michel Jouan, qui travaille avec lui, entre autres. Je sais que ma sœur l'avait croisé dans les. Enfin bon, bref, peu importe. Donc c'est une approche de la morphopsychologie qui est surtout complémentaire des deux précédentes. Elle apporte un regard synthétique original sur les portraits. Elle est dans sa réalisation complète un peu lourde à établir, mais sa compréhension superficielle est toujours un bon outil d'étude qui peut être une aide très secourable dans certains cas difficiles. Elle permet en tout cas d'établir des raccourcis appréciables et de ne pas passer à côté d'éléments essentiels peu évidents à voir avec les deux auteurs précédents. Donc ce monsieur Lanfranchi qui a repris, regroupé et amélioré les anciennes typologies des 8 types: lymphatique, digestif, sanguin, musculaire, bilieux, respiratoire, cérébral et nerveux. Il a établi un portrait morphopsychologique pour chacun d'eux avec des tendances générales, les limites, les risques, les contradictions. Puis il a retenu pour chaque cas certains traits morphologiques types issus en bonne partie de la théorie de l'Eldritch, qu'il a quantifié sur une courbe dite de Gauss. Ainsi, pour un individu donné, il pondère le poids de chacun des 8 types à l'aide d'une grille d'études contenant 69 items. Donc tout ça est un peu complexe, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc on obtient une courbe dont l'écart type permet de conclure à la plus bonne ou moins bonne intégration de la personne dans les 8 types aux tendances qui freinent, stabilisent ou perturbent la personne. Bon, voilà, on peut y revenir après. Après, ah bah, il y a quoi? Il y a Brigitte Gutmann. Bon, j'ai été assez court, au moins une année. Bon, elle repart de la méthode de Corman, hein. L'Eldritch, personne n'en veut. On part de Corman, on prend les stades analytiques de développement, oral, anal, etc. Et on bidouille un peu là-dessus. Ça donne des choses intéressantes. Ça donne des choses intéressantes. C'est surtout un petit peu le vocabulaire, finalement, parce que bon, tout commence par l'observation, de la mesure, et ci et ça, mais en fin de compte, tout se termine par des mots, hein. Donc, en termes de vocabulaire, par rapport aux différents stades oral actif, anal, phallique,
eh ben on peut tirer des bonnes idées pour un petit peu appliquer au visage ce qu'on peut retenir, quoi. Bon, voilà, donc c'est au total, c'est surtout l'enrichissement du vocabulaire, les allusions de comportement, le niveau d'évolution de l'individu, les tendances et les complexes qui seront retenus pour enrichir les trois premières méthodes. Voilà. On en reprend les points intéressants de temps en temps dans le livre au cours du développement des différents chapitres. En somme, elle aide bien à faire la synthèse difficile de la méthode du docteur Ledgerich. Voilà, donc ma conclusion, elle est là. On peut dire que les approches de Ledgerich, couplées à celles de Hermian, englobent à l'heure actuelle la majeure partie des connaissances de base en morphopsychologie. Et que ces deux méthodes sont complémentaires et souvent synergiques. La contribution de la typologie et de la psychanalyse, je le dis entre guillemets, c'est un petit peu l'apprentissage de Brigitte Gutmann, est moins importante. Ce sont des techniques de synthèse. Donc, la synthèse, c'est parfois utile, parce que des fois, on peut se noyer dans les détails. Voilà. Que dire d'autre? Oui, donc voilà, bon, je dis que les corps monophiles ont néanmoins des analyses synthétiques parfois très pertinentes, ce qui est le cas, j'ai pu en voir récemment. Euh, ils dépassent, je pense, leur technique préférée par leur intuition et leur talent. Et finissent finalement parfois par faire du Ledgerich sans le savoir. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais développer pour l'approche globale des techniques de morphopsychologie. Nous sommes le dimanche 22 septembre 2009. Voilà, au revoir à tous.